Welcome to the Global Glad, un podcast internazionale sobre spirits dove condividiamo historias y tradizioni made in English con un toque de espagnol, italiano y un accenno de français. Chin chin! Hello, bonjour, bonsoir. Nouveau épisode aujourd'hui avec The Global Glag. Mon nom est Renato Molo et aujourd'hui je suis virtuellement en Guadeloupe avec, alors désolé pour j'espère que je le dis bien, Anna Ostrovsky, Oui, qui est italienne, origine ukrainienne aussi, on va parler de ça, qui est énologue et aussi surtout maintenant plutôt dans la consulence. ouais, Et, ouais, c'est vrai. et aussi, on a juste décidé de faire ça en français, on pensait de faire en anglais. Et elle est aussi elle est une experte dans la distillation. Donc elle va un peu nous parler de tout ça, de son parcours. Donc bienvenue Anna, merci beaucoup pour ton temps. Comment tu vas? Merci Renato. Pas pour moi, ça va, hein. On est dans le paradis, donc voilà. Mhm. C'est le moment de la récolte de la canne ici, c'est la carême, donc c'est la période qu'on dit la plus sèche de l'année, où Mhm. les cannes sont bien gorgées en sucre et ben, on est prête pour les couper. Oui, et d'ailleurs, je profite de ça parce que j'avais lu récemment un article qui est apparu, je sais plus, sur un site français ou des Antilles françaises qui parlait de la Martinique, du problème actuel de la Mhm. canne à sucre. Donc, ils ont un peu peur de la situation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense il a plu pas mal, trop pour la saison. C'est juste. Ouais. Ben oui, disons que la carême ici a commencé depuis une dizaine de jours. Donc ça veut dire que c'est un peu en retard par rapport aux autres années. Et ça Mhm. veut dire aussi qu'avant, il a plu énormément. Sur la Guadeloupe, notamment sur la Basse-Terre, ben, il pleut encore. Mhm. Tandis que sur Marie-Galante et Grande-Terre, sol calcaire, et bah, évidemment, moins de pluie, on n'a pas de montagnes qui attrapent les nuages, on est plutôt dans le soleil. Mais ça veut dire qu'en Guadeloupe, où il y a la montagne Pelée, qui est au nord de l'île, il y a eu pas mal de pluie et la saison a commencé très tard aussi. Mhm. Donc les premières distilleries sont maintenant à l'œuvre. Ils ont ouvert un peu la saison. Ici, pareil. Bah, il y a eu un moment où quelqu'un pensait d'attaquer. Mais enfin, ils n'ont pas attaqué parce qu'il y avait quand même les pluies pendant la nuit. Donc c'était difficile de rentrer dans les champs de canne. Les saisons Mhm. sont pas mal changées depuis quelques années. Donc, on a de plus en plus une saison de pluie qui est très longue. On a des pluies persistantes en grande quantité surtout. Donc, la canne a du mal à devenir mûre. Le moment de la floraison est toujours plus loin. Une fois, c'était le mois de décembre, ça commençait à faire des fleurs. Bon, maintenant, c'est vraiment plus tard. Ouais. Mhm. Donc, on tend à commencer dans le mois de février, on va dire aussi mars. Donc, Mhm. c'est tout un peu reporté. Et la saison, normalement, ben, en Martinique, il y a les règlements où la saison doit terminer à un certain moment. Tandis qu'ici, on continue. Mais on continue jusqu'au moment que la canne est intéressante, ça c'est clair. Parce que Mhm. on ne peut pas travailler avec des briques qui sont insuffisants pour faire de l'alcool. Et donc, justement, le problème, s'il pleut trop, il y a moins de sucre dans la canne à sucre. Et ça, Exact, c'est un problème après pour la fermentation, en fait. exact. Et donc, donc, tu me disais que Guadeloupe, c'est un peu plus. Après, on va parler de ça. J'aimerais aussi savoir un peu plus par rapport à l'AOC, la différence Mhm. entre Là c'est Martinique et Martinique. la Ouais. Guadeloupe. Voilà, je sais que l'AOC en Martinique est très stricte. Par Mm. contre, en Guadeloupe, on a un peu plus, on peut plus jouer un peu plus avec disons, on peut utiliser aussi le sirop et la mélasse, si je Exact. me trompe pas. On peut utiliser aussi un alambic discontinu et pas Ok, actuellement un colon créole. Voilà, ça c'est une grosse différence, hein. voilà, voilà. Donc, tu penses que, vu aussi un petit peu ces changements climatiques, tu penses que ça va un petit peu aussi changer, disons, la Martinique va un petit peu assouplir les règles du jeu, tu penses, ou c'est quelque chose qui est Je déjà en train pense, de se débattre? je pense que oui, Renato. Parce Mhm. que si tu as vu dans les dernières années, quand même, il y a eu des petits changements
dans la réglementation de la l'AOC Martinique. Donc, mon avis, il y a quelque chose qui doit être encore ajusté. En ce moment, je pense qu'on est dans un moment où tout le monde regarde à quoi ça serait la prochaine année, à quoi faire. On a déjà changé pas mal de choses niveau, disons, plutôt niveau technique, hein, on va dire. Donc, dans les distilleries, on tend à utiliser quand même des levures un peu plus résistantes à la chaleur, qui quand même sont techniques dans le sens qu'ils sont capables de bien terminer une fermentation, même dans des conditions assez difficiles. Donc, ça, c'est un gros changement. C'est une chose qui a été introduite depuis quelques années. Et il y a de plus en plus de recherches sur ça, donc c'est important de continuer. La levure, c'est un aspect. Après, l'autre aspect, c'est aussi de bien ménager la récolte. Donc, même là, il y a des zones qui sont, disons, plus destinées à avoir une récolte ben, au premier temps. Mais après, il y a des zones qui sont destinées à être récoltées en dernier. Donc, même ça, c'est un peu calé, on va dire. Donc, c'est pas évident, mais quand tu as une grande extension de terre et que tu as une grande quantité de canne à sucre, tu peux avoir plus de possibilités que quelqu'un qui a seulement un petit lot de canne et qui doit tout récolter au même moment. Voilà. Donc, de plus en plus, les petits sont en difficulté, ils doivent travailler différemment et les gros, ils ont la possibilité, on va dire, d'avoir une différenciation dans la récolte. Mhm. Et toi, maintenant, tu es... Alors, on va aussi parler de ton passé. Alors, je préfère commencer maintenant, sinon on va jamais le faire. Donc, on parlait justement de tes origines Oui, ukrainiennes et j'avais lu sur un article, l'inchiesta en italien, ouais, que ton grand-père il t'a transmis la passion de la distillation. Donc, je pense que ça vient exact. un petit peu de ça. En Ouais, plus des voyages, tu as pas mal ouais, voyagé dans le passé, tu peux un petit peu ouais. me raconter comment tu es arrivé dans ce métier. À la canne à sucre surtout, parce que là, bon, je Mhm. suis partie du raisin, hein. Le raisin, c'est Ok, un peu, oui. on va dire, c'est bon, ce qu'on a en Italie, et les distillats aussi qu'on a en Italie, ben, ils sont issus du raisin et c'est un peu notre histoire comme pays. Mhm. Donc, moi La aussi, je grappa. suis partie exactement, la grappa, le marque en français. Je Mhm. suis partie du monde du vin. Donc, à la base, c'est aussi la motivation pour laquelle j'ai toujours un œil de regard sur les fermentations parce que pour moi, c'est là où la matière première fait sa vraie transformation. Voilà. Donc, la matière première qui doit être excellente et la fermentation, pour moi, sont disons, deux choses très importantes dans mon travail. À la base, mon grand-père, il avait son petit vignoble, il faisait son brandy, il faisait son vin. Mhm. Et donc, nous, on était petits, on était là et on a bien appris qu'il y avait quelque chose à faire avec toute cette richesse qu'on a. Et bon, disons, mes premières expériences ont été avec lui. Et notamment, mon blog Cœur de Chauffe est né au moment qu'on a perdu mon grand-père. Et c'est là Ok. que j'ai un peu décidé. C'est là que j'ai décidé déjà de commencer un autre cours d'études et de me spécialiser dans quelque chose qui me rappelait mes origines. Voilà. Mhm. Et du coup, donc, tu as commencé aussi, j'ai lu, tout a commencé un petit peu avec ton voyage à Cuba. Oui, Je sais pas, c'était au début des années 2000, si je me trompe oui, pas, ou exactement. même avant. Alors moi aussi j'étais à Cuba, mais à l'époque j'étais pas vraiment intéressé dans la distillation. J'étais plus intéressé dans boire des produits. Et j'ai adoré, c'est bon, c'est un bon produit aussi pour commencer, pour quelqu'un qui connaît Oui. pas. Qu'est-ce que tu en penses de rhum cubain? Comment le rhum cubain disons, t'a un petit peu influencé? T'as pu visiter aussi des distilleries parce que je sais que c'est pas évident de visiter des Ouais. distilleries à Cuba. Est-ce que ça t'a un peu influencé ou comment? Ça m'a influencé dans le sens que je trouvais la chose distillerie très distante de mon idée domestique Mhm. de distillation, si tu veux. Mais la chose que j'ai appréciée chez les Cubains et chez la consommation de rhum à Cuba, c'est bah, un peu la joie.
si tu veux. Donc la joie est bon, la partie qui est destinée à la boisson nationale qui est le rhum, c'est la partie joyeuse de la vie. C'est une célébration de Mhm. la vie. C'est très important pour eux de communiquer. Donc c'est vraiment un objet de communication qui fait que toutes les choses importantes de la vie, les naissances, les morts, les mariages, bah, tout ça se célèbre au rhum. Donc moi, j'ai un peu eu l'impression qu'ils avaient une vision de la vie tellement évidemment joyeuse et belle que ça m'a donné envie de revenir à Cuba et après Mhm. aussi de voyager et de découvrir pourquoi le Rhum avait cet esprit d'histoire lié à la fête et lié au moment de célébration que les autres non, hein. Donc, Mhm. je voyais plutôt le cognac comme quelque chose, un spiritueux de réflexion, un spiritueux de ouais, se poser, les whisky aussi. Mais sinon, pour moi, les rhums, c'était la fête, Mhm. de l'amour de la vie. Voilà. Et donc, second voyage encore à Cuba, troisième voyage en Guadeloupe, quatrième voyage Marie-Galante, Guadeloupe, voilà. Mhm. Martinique, plusieurs fois. En Martinique, disons, j'ai découvert encore plus de choses et j'ai eu pas mal d'amis qui m'ont transmis autant de connaissances. Et après de ça, j'ai changé ma vie. Voilà. J'ai commencé à Et penser de pouvoir travailler sur une chose qui était tellement simple, tellement chargée en sucre, tellement différenciée et tellement proche d'un vignoble. Ben, même mieux qu'un vignoble. Parce que si tu penses que dans le monde du vin, tu peux transmettre la notion de terroir dans ton vin, quand ton vignoble a au moins, on va dire, 15 ans d'âge, ça c'est la moyenne. Après, ça dépend du cépage, ça dépend du terroir, du travail et de beaucoup de choses. La canne à sucre, après 3 ans, elle t'a transmis exactement ce qu'il y a dans son terroir et tout ce qu'il y a alentour. Donc c'est une grosse éponge qui est une véritable transmetteur. Voilà. mhm. Et travailler avec ça, c'était un peu mon rêve que j'ai accompli. Oui, oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que il y a maintenant, ça revient toujours plus cette notion du terroir dans Mm. le rhum, dans le rhum. Parce que normalement, disons, je sais pas maintenant le chiffre, mais je pense que dans le monde, le 90% des rhums produits, c'est produit avec des mélasses. Même Donc plus, ça, là, oui, même plus. ouais, Donc là, on perd un petit peu la notion du terroir. Donc, ouais. dans le sens que, par exemple, je parle du pays où j'habite maintenant, en Colombie. Je Mm. sais que la Colombie exporte, comme le Mexique et des autres, beaucoup de mélasse à des autres pays Ouais, qui produisent, par des exemple, rhums de mélasse. voilà, rhum de mélasse comme Puerto Rico, Bacardi, etc. Mm, mm. Donc, oui, après, il y a la théorie qui dit, oui, mais la mélasse, elle vient, elle est fermentée dans l'endroit, il y a la levure, il y a le climat, Oui, etc. Oui, ça aussi, ça va il y a changer, mais plein je de pense que facteurs. il y a plein de facteurs, mais le pur jus, c'est vrai, ça reflète vraiment complètement le Oui. terroir, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et comment parler, parce que des fois, justement, le vin, pardon, le rhum agricole, normalement, c'est un rhum qui est moins facile à à proposer aux gens parce que c'est plus difficile, ils ne le comprennent pas. Comment tu penses que ça pourrait être une approche à quelqu'un qui ne connaît pas trop ou qui a peut-être pas le palais encore prêt pour ce genre de rhum? C'est là que je pense qu'il faut bien communiquer. Donc, c'est un autre aspect que j'ai toujours voulu explorer. J'ai continué à faire, disons, un second travail à côté du travail de préparation, de distillation et de mise en vieillissement de l'homme. Et le travail sur la communication parce que je vois que dans le monde, il y a de plus en plus le besoin de connaître ce qu'on boit pour boire mieux, même moins, mais mieux. Voilà. On Mhm. n'est pas dans l'époque, ben, on est dans l'époque où l'alcool est démonisé un petit peu, on va dire. Oui, oui, oui. Donc, faudrait bien explorer la possibilité de communiquer aux gens qu'il y a la façon de boire des choses différentes qui te rapprochent à un pays, tout comme en buvant un rhum agricole de Guadeloupe ou de Marie-Galante. Il y a des différences sur la base de la canne à sucre, du terroir, de l'élaboration.
même sur la base de la fermentation, même sur la base de la richesse, même sur la base de l'ensoleillement du terrain, même sur la base de la pluviométrie. Donc, de zone en zone, ça change et c'est très intéressant de goûter l'expression d'un terroir. Comme si vous Mhm. avez sur votre table un bon vin, mais à la base, c'est un distillat. Donc, la distillation ne fait que concentrer les caractéristiques du terroir. Bah, si on Mhm. fait tout le travail de façon, disons, propre, Comme il faut. comme il faut. Exactement. Et Donc, c'est ça qu'il faudrait communiquer. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question d'où ça arrive, comment je peux les consommer, parce qu'après, il y a la façon de consommer. Ici, on est très lié au moment du tea punch. C'est, Mhm. disons, le cocktail national et c'est le cocktail plus simple de tous. À la base, c'est CRS, citron, rhum, sucre. Mhm. Et c'est la meilleure façon de consommer et de faire connaître les rhum agricoles aux gens. Et une question, donc toi maintenant, alors tu as voyagé, tu es énologue, maintenant j'ai lu toujours sur le même article que tu as travaillé dans différentes distilleries. La Mhm. première, maintenant je ne sais pas si je le prononce bien, Remonenck. Ouais, Après, tu es passé par Marie-Galante, par la distillerie Poisson, ouais, où le bas est par produit. là-bas. Et maintenant, maintenant tu travailles pour une distillerie Marie-Louise en Rome, Oui, produit par Rodolphe Payen. exactement. C'est un de mes clients. Voilà, tu peux un petit peu nous expliquer qu'est-ce que tu fais exactement. Donc, c'est en tant que client, tu es dans la consulence, donc tu fais Oui, quoi exactement? j'ai une boîte de consulence. C'est une boîte indépendante, totalement indépendante, parce que une des choses que je veux continuer à faire, c'est d'apprendre Mhm, et de pouvoir remettre, disons, à jeu toutes les choses que j'ai appris. Donc, de donner toujours un meilleur service et une meilleure assistance à mes clients. Et surtout parce que je pense qu'un client a besoin de voir sa créature, disons, grandir dans ses mains. Donc, c'est pas juste de se mettre entre lui et sa créature. Il faut juste l'accompagner. Pour moi, l'accompagnement, mhm, c'est une des meilleures façons, on va dire, de plasmer un produit. Chez Marie-Louise, on n'a pas une distillerie. On espère d'avoir une distillerie dans les prochaines années. C'est un producteur qui a 7 terrains à Anse-Bertrand, donc on est sur la Grande Terre en Guadeloupe, le nord de la Grande Terre. Ça veut dire que le mhm, terroir est très calcaire, bien ensoleillé, bien, disons, battu par les vents. Et c'est un vent océanique. On n'est pas trop loin des falaises de Anse-Bertrand. Donc, la canne, que, comme je disais avant, est une grosse éponge, qui a un gros reflet du lieu de croissance, a clairement des reflets iodés, a clairement une richesse très importante qui a maîtrisé en fermentation. Et donc, ce rhum, qui est façonné avec les cannes de Messier Payen qui sont en cultivation bio et qui sont défeuillées à la main, coupées à la main. Donc, c'est une canne longue que j'amène à la distillerie. Je mhm, l'ai travaillé pour l'instant chez la distillerie Montebello à Petitbourg, en Guadeloupe. mhm, On est sur la basse terre. Voilà. Donc, les camions chargent les cannes. Moi, je reçois les cannes à la distillerie et mon travail, c'est de m'occuper, de faire mettre les cannes au moulin, de mettre les fermentations, disons, en bon état, et de choisir les fermentations. Normalement, je fais plusieurs fermentations selon les produits. Donc, les blancs destinés à être blancs à une fermentation particulière, les blancs destinés à faire du rhum en maturation en bois à une autre fermentation, les blancs destinés à une cuvée particulière à une autre fermentation encore. Et bon, je travaille par batch selon les cannes qui m'arrivent. La meilleure canne est destinée au blanc, toujours. Tout le reste est ok. travaillé, disons, en second battu. Ok, donc j'avais justement une question par rapport au type de fermentation que tu utilises Mhm. pour le rhum blanc et le rhum que tu vas âger. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement la différence? Donc, si pas, faut pas rentrer dans le technique, peut-être il a des secrets, mais Oui. c'est quoi la grande différence entre le type de fermentation? Une est plus longue, l'autre est plus courte, il y a une différence de température ou...
Il n'y a pas de différence de température. À savoir, je peux utiliser que des cuves, des grosses cuves de 45 hectos et ce sont des cuves complètement ciel ouvert. Donc, pas difficile qu'on a de la pluie et pas Ok. facile de maîtriser la température du coup. Donc, la différence, c'est les temps de fermentation, la quantité de levure et ce que je cherche, on va dire, de choper. Pour le rhum blanc qui est destiné au blanc, j'ai besoin de deux facteurs de finesse, de longue fermentation pour me permettre d'avoir soit de longues chaînes, soit de short chaînes d'ester. Donc, Mhm. les deux, pour avoir déjà quelque chose qui est un peu plus, à niveau nez, un peu plus agréable, on va dire, avec soit des notes florales, soit des notes fruitées, à savoir la canne de Monsieur Payen, c'est une canne bleue, donc Mhm. B69566, c'est l'hybride que j'utilise. Et c'est une canne Ok. qui a de soi-même des caractéristiques précises. Bon, qui ne sont pas liées au terroir. C'est très agrumé et c'est très floral. Donc, les deux choses qu'on doit amener dans les verres sont ces deux-là, on va dire. Après, je cherche des fruits et ça doit être un fruit qui est délicat. Normalement, les fermentations qui sont destinées au blanc sont des longues fermentations entre les 72 et les 80 heures pour moi, sans ajout. Donc, j'utilise que levure et nutriments, il y a pas d'ajout. Et tandis que sous les vieux, la chose que je cible, c'est clairement les longues chaînes d'ester. Et j'ai besoin d'une fermentation longue avec un peu plus d'épaisseur, donc un peu Mhm. plus d'acide gras à amener dans le fût. Et la distillation va maîtriser les restes. Donc tout ce qui a à la gaz chromatographie finale des alcools supérieurs plus importants et un peu des quantités d'acide gras, c'est destiné au fût. Ok. Et tu fais La comment à distillation. gérer tout ça? Dans le sens, question bête. Tu utilises des instruments ou c'est juste... J'utilise voilà. des instruments électroniques déjà pour contrôler les fermentations. Et après de Ok. ça, je fais une analyse, une gaz chromatographie de chaque lot. Au moment, c'est entre les 4 et les 5 lots que je produis, bien divisés. Et si j'ai bien fait mon travail et j'ai fait une bonne olfactométrie, c'est mon nez qui me dit ça à la sortie de Mhm. l'alambic, alors j'ai bien dividé et je peux utiliser ça comme défini. C'est vrai que c'est un travail un peu minutieux et c'est vrai qu'on peut le faire quand on a une petite production. Donc chez nous, c'est Mhm. autour de 5 millilitres d'alcool pour chaque année. Si c'était T'as une dit... grosse production, c'est plus difficile à cibler comme objectif. D'accord, oui. La Donc, distillation, du coup, c'est une distillation aussi compliquée parce que ça s'est fait dans la grosse colonne de Montebello, qui est une colonne, disons, qui a un gros portier. Vu les cuves, vous avez des cuves de 45 hectos, donc la colonne est en mesure de travailler deux cuves chaque jour. Et voilà, ça veut dire ok. que j'ai fait mes divisions, tête, queue et cœur. Sur les distillations qui sont destinées au vieillissement, je garde une partie un peu plus importante de cœur. Ok. Ça, D'accord. c'est possible de faire. Clairement, c'est possible de faire si ton lot a disons, un important contenu. On va dire, je peux Mhm. pas travailler ça avec 5000 litres. Je peux travailler Oui. ça avec 20 000 litres, 30 000 litres. Alors, ça a du sens. Et du coup, donc, vous êtes chez la distillerie Montebello et Mhm. vous pensez, Payen, Païenne, il pense aussi de bientôt peut-être d'acheter une distillerie oui. ou de faire tout. Oui, ok. Et ça serait Il quel type de a, distillerie? Ça sera une distillerie probablement à l'alambic hybride. Ce sera une distillerie qui sera directement à Anse-Bertrand, donc près des Champs des Cannes, avec le chai de maturation, où j'ai fait le travail final. Disons que tous les rhums que j'ai produits chez Montebello est après acheminé vers un chai de vieillissement et de maturation que au moment est à Jarry, sur Jarry, en Guadeloupe. Donc on est au milieu Mhm. entre les deux ailes du papillon.
Mais Oui, oui. il va être déplacé avec la distillerie quand la distillerie sera prête sur Hans Bertrand. Donc, tout sera toute partie du même terroir. Parce que même du côté maturation, je pense que les terroirs ont une influence importante. Si c'est tanché, tu as tes champignons, tu as tes fûts qui ont toujours un aspect d'être vivant. Donc, ils ont besoin d'avoir des conditions où ils sont, disons, comme dans la maison. Voilà. Mhm. Après, les chais doivent être sûrement divisés dans plusieurs zones. Donc, ça, c'est important. La distillerie, ça va être une petite distillerie, mais ça va nous permettre de faire une production peut-être plus importante de celle qu'on fait maintenant. Mais tout est encore un peu, on va dire, on est en phase de planning sur ça. J'espère Ok. bientôt parce que ça sera plus facile pour moi de faire un produit d'exception avec une précision majeure, Mhm. surtout dans le côté distillation. J'imagine c'est ta machine, donc tu peux Exact. Je disons, connais les c'était comme, vitesses, je connais tous les problèmes, je voilà, connais tous les atouts. Mm. oui. Et j'imagine que, voilà, aussi travailler dans une autre distillerie qui te prête tout, c'est un peu plus difficile aussi à se mettre d'accord quand tu peux le Un faire et peu. tout ça. Donc, oui, c'est pas évident. Après, Je pense que, voilà, oui, c'est mieux d'avoir le propre équipement si c'est possible, bien sûr. ça, disons, ça serait la façon meilleure de faire les produits. Oui. Après, quand je suis à Montebello, je suis un ouvrier comme les autres, donc je m'entends très bien avec les garçons et voilà, on passe les journées et on cherche de faire Et, de notre mieux. et aussi, tu peux peut-être, voilà, c'est toujours. J'avais lu que tu veux constamment apprendre parce que voilà, c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et Oui, j'avais aussi lu que le fait d'être femme n'aide pas trop. Je lisais que voilà, c'est peut-être un peu plus. Je sais pas qu'est-ce que c'est tu en toujours un penses, si peu ça plus change dur. un petit peu. Ok. Pourquoi tu penses? Parce que. Ouais, parce qu'il y a encore un long chemin à faire pour être pareil, on va dire. Mhm. Ok. Déjà, disons, dans les conditions de travail, dans les fiches de paye et tout ça. C'est un peu la Mhm. base, Ouais. hein, mais c'est important qu'en Guadeloupe, les femmes, maintenant, puissent travailler de plus en plus dans le monde de l'homme. Moi, j'apprécie ça. Oui. C'est un des facteurs que, on disait la Guadeloupe est un pays où il y a un peu plus de permissions que dans l'océan Martinique, c'est vrai. On peut distiller différemment, on peut être complètement adhérent à l'EGP, à l'IG, même si on Mhm. a un alambic. euh, on ne doit pas forcément utiliser une colonne créole. On peut fermenter notre jus avec des différentes espèces de levure. Donc, on peut faire de l'expérimentation que j'ai faite pour la canne bleue de Monsieur Payen et qui est une chose très intéressante à faire. Parce qu'ici, c'est vrai, on a eu un moment où le rhum était, disons, le produit secondaire en Guadeloupe. Mhm. C'était le sucre, le focus du business. Mais maintenant, on peut expérimenter sur les rhums et on peut expérimenter sur la canne. Il y a beaucoup d'expérimentation qui est faite aussi par l'Institut de la canne à sucre. Donc, ça, disons, on peut le mettre en relation avec le fait que le climat est en train de changer beaucoup. Donc, il y aura Mhm. sûrement quelques nouveaux hybrides qui rentrent dans les panels dans les prochaines années. Certains hybrides sont déjà à l'étude. Pour moi, je vois que, disons, il y a de plus en plus la tendance à ne plus planter des cannes sucreries, donc des grosses cannes comme pour exemple la canne blanche. Et il y a une redécouverte des anciennes variétés des cannes nobles. Et ça, j'apprécie beaucoup. Dans le domaine de Bel Air, notamment, on en a deux maintenant. C'est un peu nurserie, ça fait nurserie, mais c'est important Mhm. de poursuivre les discours sur Marie-Galante Yabiel qui fait le même travail, on va dire. Ok. Les anciennes variétés sont des variétés à protéger, sont des variétés qui ne sont pas hybridées. Donc à la base, on a découvert que la canne à sucre avait la possibilité de se reproduire de façon sexuée à la fin du 1800. Avant, on ne savait pas. Ok. Ça veut dire qu'avant, on travaillait avec ce qu'on avait, qui était quelque chose qui venait de la Nouvelle-Guinée,
qui étaient transportés ici. Mais maintenant, on a beaucoup d'hybrides qui sont adaptés à la fonction. Primaire a été pour longtemps le sucre, mais maintenant on peut revenir au moment où on a commencé. Donc explorer soit des hybrides, soit des nobles qui ont des caractéristiques intéressantes et qui sont à protéger. Voilà, avec notre travail de différenciation et d'exaltation. Et donc, justement, la canne à sucre, les différents types de canne à sucre, tu me disais que la Guadeloupe a deux différents, disons, terroirs, si je peux dire ça. Exact. Alors, tu me disais que la partie gauche, donc Basse-Terre, est plutôt calcaire. Et Non, quelle est est la différence plutôt volcanique, on va dire. volcanique, ok. Raconte-nous un petit peu la différence entre les deux. Quel type Oui, de bien rhum je sûr. pourrais trouver, disons, de la partie Basse-Terre et quel type de rhum je pourrais goûter de l'autre côté. Dans la partie basse terre, vous aurez sûrement des cannes qui sont un tout petit peu moins gorgées en sucre, donc on a une maturité qui est plus lente. Et vous aurez des rhums qui ont la tendance à exprimer une minéralité très forte, parce que le sol volcan est très léger, très peu profond, mais a une minéralité qui est évidente. Tandis que sur l'autre côté, vous aurez des rhums qui sont à la tendance plus douce, plus onctueuse, parce que vous aurez des cannes qui ont pas d'énormes difficultés à rejoindre la maturité phénolique assez vite. Donc, pour vous dire, il y a un mois, les cannes du domaine de Bel Air étaient déjà presque à 20 brix. Donc, ça va vite en Grande Terre. Les mêmes terroirs, il y a sur Marie-Galante. Donc, vous devez voir un peu Marie-Galante comme les prolongements de la Grande Terre. C'est sol calcaire qu'on Mhm. appelle vertisol. Donc, c'est un sol stratifié. Le calcaire est à majorité calcaire océanique, donc le calcaire qu'on retrouve aussi dans la mer. Ça veut dire qu'il y a quand même une salinité qui vient de ça. Mais il y a aussi la partie douce et fruitée qui est liée vraiment à la maturation de la canne. Après, selon la variété, selon le sol où elle est plantée, vous avez des différents goûts. Sur la basse terre, vous avez une particularité, je la cite parce que c'est très important chez Bologne. Il y a une variété de cannes qui a trouvé sa petite niche sur la montagne, sur la Soufrière, et c'est la canne noire. C'est sûrement une variété qui est une ancienne, mais c'est une variété qui a été hybridée au tout début. Elle a sûrement trouvé sa niche là parce qu'elle est délicate. Elle a la tendance à se coucher. Elle doit être récoltée clairement à la main. La récolte à la Ok. main, c'est de moins en moins diffusé ici. Donc ça, c'est un autre aspect dont je vais parler. La canne noire est une créature très intéressante pour moi. Voilà. Bologne a la possibilité de l'avoir de façon presque prioritaire et disons presque privée en Guadeloupe. Et ils font des magnifiques cuvées avec ça. Oui, et j'ai une bouteille d'ailleurs, j'ai le Brut Colonne Oui. de Bologne. Et c'est 12, 13 par là. C'est Mhm. une bombe. Mais Si. malgré le goût, c'est vraiment intéressant. Donc on arrive quand Ouais. même à le boire. C'est clair c'est mieux de faire peut-être un cocktail avec ça. Mais oui, c'est vraiment l'explosion de goût. Et c'est délicieux. Donc c'est les seuls qui font ça. Donc c'est le Ouais, seul ben, endroit pour où on l'instant, peut. la canne noire, disons, c'est à eux. Ils ont des parcelles Ok. et elle est délicate, donc elle a la tendance à se faire attaquer si elle est, disons, parmi d'autres variétés. Voilà. Mhm, Donc, elle a trouvé vraiment sa niche où elle n'est pas trop en difficulté. mhm. Tandis que pour Rodolphe, le choix de la canne bleue, c'était un choix bizarre parce que la canne bleue a une grosse, grosse canne. C'est une canne qu'on appelle super hybride parce que c'est une canne qui a la tendance, disons, à louper la floraison complètement et à passer directement sur la phase de maturation. D'accord. C'est parfait, disons, pour faire du rhum. C'était pas trop l'intention de faire du sucre avec, donc c'est déjà une canne qui est née pour en faire un distillat. Mhm.
je disais, qui est très intéressant d'ailleurs. C'est un goût très agrumé qui peut s'exprimer de façon plus ou moins iodée selon le terroir et l'ensoleillement. Et elle a vraiment une caractéristique, un trait distinctif. C'est pour ça que c'est Mhm. utilisé par, pour exemple, je cite autre producteur, Longto, sur la Basse-Terre Oui. avec clairement des différents aspects hein, au niveau goût et Nesson en Martinique ou Clément aussi en Martinique. Le rhum Marie-Louise, on peut le trouver bien sûr en Guadeloupe. Est-ce que la distillerie, ça fait combien qu'elle existe? Et j'imagine qu'en France métropolitaine, on trouve les Oui, en produits, ou France, pas on encore? trouve chez Excellence Rome et Christian de Montaguer notamment. Mhm. Et la marque existe, ben, les premières plantations sont du 2020. La première année qu'on a distribué et produit en blanc, c'est 2022. Donc, la première année, c'était 2022. Après, j'ai Mhm. commencé à travailler avec Rodolphe cette année-là. Donc, et j'ai commencé à explorer la possibilité de d'isoler la levure de sa canne. Mhm. Voilà, chose qui est en cours et qui me permet chaque année de me rapprocher de plus en plus à quelque chose que j'ai dans la tête. Donc, chaque canne à sucre a des levures, des levures qui Mhm. sont sur la couche extérieure. C'est la patine blanche que vous voyez quand la canne à sucre est bien mûre. Donc, c'est plutôt D'accord. cireuse. C'est une couche de levure. Voilà. Tout ça collabore avec les levures de la distillerie, les levures qui sont attrapées dans les cuves. Et même si on nettoie, on peut rien faire. C'est tout là. Voilà. Ok. Donc, j'ai travaillé sur ce projet depuis quelques années avec un labo italien. On va D'accord. arriver à préparer, on va dire, une levure qui est essentiellement une levure pour les rhums agricoles, mais qui peut être une levure personnalisée sur chaque producteur. D'accord. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est encore la preuve de l'importance de la levure, non? De la fermentation. De la Comme tu disais fermentation. avant, c'est la base de tout. Et voilà, j'avais une autre question par rapport à la différence, bien sûr, entre la Guadeloupe, la Martinique et l'autre côté, l'océan Indien, la Réunion notamment. C'est un peu la mode aussi maintenant, le high ester, le grand Ouais. arôme. Est-ce que la Guadeloupe et la Martinique produisent des grands arômes ou pas? Ou c'est plutôt quelque chose qui est produit pas du côté océan Indien? La Martinique, au Galion, a produit des grands arômes qui ont Ok. été plutôt embouteillés par des embouteilleurs indépendants, mais il y a quelque chose de très intéressant qu'ils ont fait. Bah, Sol des Spirits avait embouteillé quelque chose, Rhum de l'Axe, bah, j'en dis quelques-uns. Donc, Mhm. voilà. Et j'avais trouvé ça quand même intéressant. Les grands arômes de Martinique ont une expression quand même très fruitée, délicate par rapport aux Mhm. grands arômes que j'ai goûté et qui proviennent de l'île de la Réunion. Il y Ok. a toujours quelque chose qui me rappelle le lieu où, disons, ils sont nés. Ça veut dire que des fois, même si tu as dit justement au tout début que la mélasse n'a pas de terroir, oui, ok, mais il y a un terroir humain qui est la façon de produire quelque chose qui est très important. Et après, il y a un autre terroir qu'on ne voit pas souvent, mais c'est l'eau qu'on utilise, l'eau opérative. Ça Mhm. donne importance et ça donne encore plus, disons, de perfection et de précision au portrait que tu veux mettre dans ton verre. Et comment alors, il y a la différence entre, bien sûr, on sait en Jamaïque qu'ils ont une façon de faire le grand arôme. Comment on Ouais. le fait comment on le fait sous les îles, disons, Guadeloupe ou Martinique? C'est quoi le secret? Le secret, S'il y a c'est un la longue secret. fermentation toujours. Donc, c'est des mélasses assez riches qui sont destinées à faire ça. C'est clairement l'utilisation de la vinasse en phase de Ok. fermentation. La vinasse, Ok. c'est un déchet de distillation, vous le savez. Oui. C'est le Mhm. stillage en anglais. Normalement, la longue fermentation et l'ajout de vinasse reposée fait si que on touche des taux d'ester importants avant fermentation et en distillation. Après, on peut maîtriser ça, disons, de façon ciblée sur les produits grands arômes. Les distillations, clairement, qu'on a la possibilité de faire sont la majorité en appareil continu. Donc, c'est avant que tu dois faire vraiment le produit.
C'est pas au moment de Mhm. la distillation. En distillation, tu dois seulement être prudent et bon, garder un peu plus de queue, c'est tout. Mais c'est Oui. là, c'est dans la fermentation que tu fais les grands arômes. L'utilisation de la vinasse, c'est une chose qu'en Jamaïque, on pratique tranquillement et que, disons, dans les îles françaises, était pratiquée juste pour créer des produits qui étaient des produits destinés à l'utilisation culinaire et non disons, à faire de rhum de consommation en Oui. soi-même. Voilà. Et Mais je trouve la vinasse un produit très intéressant que je suis en train d'explorer aussi. d'accord, oui, oui, oui. Ouais, c'est intéressant parce que voilà, faire du rhum, c'est pas juste faire du rhum, mais c'est vraiment c'est comme un chef, non? C'est comme Ouais, exact, c'est faire de la cuisine. donc c'est faire de la cuisine et ça change un petit peu la température, on rajoute quelque chose, on enlève. Et voilà, moi j'avais encore des questions par rapport à... Voilà, maintenant tu es à Marie-Louise, tu es en Guadeloupe. Quand Mhm. la saison va terminer, je sais que tu as travaillé, ou tu travailles peut-être encore avec des autres distilleries, je sais pas si je peux les nommer en Italie. Oui, Euh, pas de souci. Alma, à Yes. Sicilia, Ugo Gallardo, Mhm. Gallardo. Ouais. Euh, euh, il est espagnol. Et aussi avec un nouveau projet, d'ailleurs, je vais parler avec Ouais. eux prochainement, avec Francesco et Manuel de Esperia Ouais, Rum. Rum. exactement. Et voilà, donc toi, tu es dans la consulence. Qu'est-ce que c'est tes projets? Comment tu as pu aider? Parce que j'imagine que, voilà, je lisais justement sur l'article, l'inchiesta, Mhm. que tu avais un peu de peur au début quand Ouais, tu aidais Alma, parce que tu es en responsabilité. ouais. Euh, donc, comment tu vois ça? Qu'est-ce que serait ton premier conseil à quelqu'un qui va ouvrir, qui essaye de se lancer? Parce que c'est pas évident, j'imagine, spécialement en En Italie. Sicile ou en Italie. Dans le monde entier, c'est pas évident d'ouvrir une distillerie aujourd'hui parce qu'il y a les grandes entreprises, que voilà, la concurrence et tout ça. On regarde très bien ce qui s'est passé avec Renegade, par exemple, Oui, à Grenada. ça c'était un coup. Eux, super projet, magnifique. Ouais. Moi, j'ai aussi eu la chance de les visiter l'année passée. Waouh. Mais voilà, ça a fermé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment faire pour être pas trop dans la niche? Parce que probablement Renegade était vraiment trop dans la niche. Ouais. Comment essayer de conseiller quelqu'un à oui, faire la distillerie, ouvre ça, mais fais attention au marché. Comment t'as joué avec ça? À mon avis, tu dois différencier ta production, avant tout. Donc, choisir un outil qui soit évidemment flexible. Ça veut dire que au tout début, si t'as pas vraiment la possibilité de monter une vraie distillerie, alors les deux gars qui font le projet Esperia en Trentino et que j'ai aidé à faire le premier rhum, pour eux la chose c'était on veut sortir avec un rhum qui soit original et que ça soit quelque chose que personne, disons, n'a encore trop exploré et Mhm. pour se mettre dans un segment de marché qui était libre, on va dire. Donc, déjà ça. Après, de pouvoir faire un second produit comme Alma, qui a, oui, la possibilité de faire du rhum agricole parce qu'en Sicile, maintenant, il y a la température et le climat idéal pour la pousse de la canne à sucre qui était déjà là au moment des Arabes. Donc, Oui. ils ont seulement redécouvert tout ça pour faire de l'alcool. Et c'est pas la seule distillerie en Sicile, donc vous voyez, la Sicile va progresser bien sur ça. Mais Alma a un second produit. Le second produit, c'est le gin, ok? Donc ils Mhm. savent bien différencier leur activité de façon que s'il y a le moment de l'année où tu n'as pas de la canne à sucre, tu as des difficultés économiques, tu as quand même à couvrir une clientèle et tu dois garder ta clientèle surtout, tu peux proposer d'autres choses. Les troisième produit qu'ils font, c'est un botanical rum qui est destiné à la mixologie. Donc voilà, Mhm. ils ont su différencier la production. Ça, c'est nécessaire pour ouvrir une boîte sans rester vraiment tout de suite en crise. Ça, Oui. c'est une habilité que Hugo a eue et voilà, il a su se différencier tout de suite. Tandis qu'Esperia va prochainement présenter, déjà c'est, disons, l'idée c'était une idée originale
Donc, Oui. pour eux, j'ai voulu explorer une matière première qui est une matière première très ancienne. C'est jus concentré. Donc, Mhm. ici, pour nous, c'est le sirop de batterie, les jus concentrés. Donc, c'est un jus de canne concentré à feu lent, donc à feu direct, mais très, très, très lentement, jusqu'au moment où il devient, disons, un liquide très épais, qui a une densité très haute et qui peut se conserver parce qu'il a quand même une densité telle qu'il n'est pas toxique. Ce sirop-là, c'est produit notamment sur Marie-Galante, on l'a nommé la dernière île à sucre de la Caraïbe parce qu'effectivement, il y a toute la chaîne de la production du rhum et du sucre respectée. Ce Mhm. sirop-là, il est produit dans la plus petite batterie de Marie-Galante et ensuite il est envoyé en Italie. Et c'est là qu'on fait le travail. Donc, dilution, longue fermentation comme d'habitude. J'aime pas Oui. laisser les produits tout seuls avec les levures. Je l'accompagne. Oui. Voilà. Ok. Et après, distillation en alambic. Voilà. D'accord. C'est Donc là, le projet, par exemple, avec Hugo et avec Francesco et Manuel, tu les as accompagnés au premier, disons, premier à la batch, première disons. production. Et voilà, et maintenant ils sont seuls ou tu vas toujours encore le voir ou comment ça se passe un petit Il peu? faut toujours. Alors, mes projets sont mes bébés à la base, donc je laisse rien tomber. La collaboration continue toujours. Mhm. Hugo est devenu indépendant, parce qu'il est en mesure de conduire sa campagne de façon effective. Oui. Donc, s'il a un problème, il me contacte, il sait que je suis à l'écoute. Francesco et Manuel sont encore en train d'être accompagnés. Donc, Mhm. ils ont le second projet qui va sortir, c'est le projet sur la maturation. Donc là, je suis en train d'étudier ça. Pour eux, c'est plus jeune, donc il lui faut encore un Mhm. moment pour être indépendant. Mais Oui, mon oui, idée oui. on va dire, de suivre un projet, c'est que je le suive quand même. Donc, je les laisse jamais à tout seul parce que je sais que il y a une partie de moi dans chaque projet que je Oui. conduis, que je mène. Donc, il y a une partie de moi et surtout, il y a un investissement intellectuel que je fais pour chacun. Ils ont désintéressé complètement. Mon intérêt, c'est l'intérêt intellectuel. Je Mhm. suis déjà payée avec ça. Et disons dans le futur, il y a des projets qui, j'imagine que tu peux pas trop en parler, mais est-ce que tu as déjà des projets pour te Mhm. diversifier un petit peu, pour Ouais. trouver, disons, des nouveaux créneaux, des autres endroits? Tu me parlais que ton marché est surtout le francophone. Est-ce qu'il y a aussi Ouais. des autres marchés, je sais pas, J'ai un dans des autres marché pays? en Albanie pour faire du jean. Ok, d'accord. Les jeans, c'est une chose que j'ai étudiée dernièrement et bon, disons, c'est simple à produire, mais c'est difficile à calculer comme qualité, on va dire. Donc, si tu veux faire une chose exceptionnelle dans un mot où il y a plusieurs jeans, et vous savez que la Ouais, bulle du jean, c'est encore en cours, donc il y en a pas, ouais. je sais pas combien, mais une belle quantité. Voilà, Oui, oui, donc oui. ça, en Albanie et ici aussi en Guadeloupe. Donc, Du après, jean? ouais, du gin de Ok, canne. des cannes, ok. Et par contre, en Albanie, c'est à base de quoi? C'est des botaniques locales, donc c'est oui, la Ok. genièvre, parce que en Macédoine, on a un des meilleurs genièvres d'Europe et du monde, on va dire. Oui. Et Mhm. après, des botaniques locales de l'Albanie et de la Macédoine, donc tout ça, mis en différentes expressions. Et c'est intéressant, voilà, voilà. Et après, distillé en alambic, donc c'est un London Dry. Et tout comme celui de Guadeloupe, c'est un London Dry. Ici, botanique locale. Donc voilà, la différenciation doit être toujours liée au terroir. Ici Oui. en Guadeloupe, j'ai entamé aussi un projet cidre, Ah, d'accord. cidre low alcool avec des fruits locaux. Ok. Et l'alcool, pardon, normalement, le gin, je connais pas trop, mais il peut être à base de céréales, non? También, C'est de un pommes de terre? alcool neutre, donc qui Neutre, doit ouais. être distillé à 96. Ouais.
et ça doit être un alcool qui vient d'origine agriculturelle. Donc voilà, les céréales, c'est le plus diffusé et c'est le plus propre au goût. Donc voilà, c'est celui qu'on utilise mieux. Oui, Après, ici, pour la touche locale, c'est alcool de canne. Donc c'est oh, alcool absolument, qu'on oui. produit sur le terrain de Guadeloupe, mais toujours Hmm. distillé à 96. Oui, oui, Voilà. oui. Pour le quitter, il faut quitter quand même ce goût typique de la canne à sucre, donc il faut le faire Exact. un goût. Après, il y a toujours quelque chose qui se transporte, hein. Entre 96 et Oui, l'azéotrope, il y a toujours quelque chose. Donc, oui, 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 c'est clair. Oui. c'est neutre, mais Et voilà. il ne perd pas vraiment sa caractéristique au final. Oui, Anna, donc moi, je pense que je te demandais parce que tout. J'ai oublié une Ah, chose, la différence des l'AOC. Si tu peux juste rapidement expliquer un petit peu pour les comuni mortali, euh, les grosses différences entre, oui, parce que justement on parlait que la Martinique est un peu plus stricte, la Guadeloupe un peu oui. moins. Qu'est-ce que c'est en grande ligne les différences En grande en ligne, en termes d'IGP? Martinique, il y a une Ah, aussi. période. Donc, là aussi, t'impose de faire ta production entre la fin de janvier et la fin de juillet. Donc, tu peux pas travailler, disons, ton produit après. Sur la question, ben, la chose, disons, plus importante, c'est la question distillation. Donc, si tu veux être partie de la OC Martinique, ta distillation doit être menée dans une colonne créole. Après, il y a aussi les dimensionnements de la colonne, le numéro de plateau et la dimension, les diamètres de la colonne qui sont figés dans la OC Martinique. Les fermentations doivent être des fermentations qui utilisent seulement de levure Saccharomyces. Même aussi, il y a des différences avec la Guadeloupe où on peut vraiment expérimenter, on va dire. Là, le vieillissement doit être mené selon des catégories et des caractéristiques. Alors, les bois, c'est seulement les bois de chêne, même ici, hein. Donc là, on est pareil. La dimension maximale d'un fût doit être les 600 litres. 605, voilà, on ne peut pas excéder ça. Ici, c'est pareil. Donc là, il n'y a pas de grosse différence. En Guadeloupe, par contre, on peut distiller un alambic discontinu ou un alambic hybride que en AOC Martinique, on ne peut pas faire. Bah, il y a clairement des distilleries en Martinique qui font ça, mais ce sont des distilleries hors AOC. AMI 710 plutôt que HBS sont, oui, des producteurs de rhum agricole de Martinique, mais ils sont hors AOC. Après ça, il y a clairement le côté catégorie de vieillissement qui est pareil en Guadeloupe et Martinique. On a les catégories qui reflètent pleinement les catégories qu'on trouve dans l'Armagnac et dans les cognacs. On commence par les VO, qui a les 3 ans de vieillissement, et après on a les VSOP qui est les 4 ans, les XO qui est les 6 ans, et après on a millésime, hors d'âge, grand réserve, et toutes ces catégories qui sont des catégories un peu, disons, à l'extrémité. Il faut toujours se rappeler que ici, disons, la, le vieillissement et la maturation dans le bois, c'est une maturation tropicale et doit être faite sur les lieux de production. Mhm. Donc, Ouais. pour être adhérent à la l'AOC Martinique et même à l'IG Guadeloupe, on doit maturer notre produit sur le sol où il est produit, où il est effectivement produit. Mhm. Et, Et vas-y. non, non, parce que j'avais entendu, peut-être tu connais le Single Cast, c'est un podcast en français. Ouais. Et j'avais justement, il y avait une émission où il parlait de l'AOC, il disait que voilà, si c'est plutôt une opportunité ou un cage doré. Les deux. Il y a un comité de dégustation aussi qui Ouais. avant de, voilà. Donc c'est assez, c'est pas évident. Donc j'imagine que Mm. pour toi, en Guadeloupe peut-être, tu as plus la possibilité d'apprendre. Donc comment tu vois la Ouais. chose? Je la vois de deux côtés, dans le sens que en Martinique, tu apprends qu'il y a une linéarité des produits, si tu es strictement part de l'AOC, une linéarité qui est très constante. Donc Mhm. ça crée des difficultés, j'imagine, aux producteurs, parce que comme dans les dernières années, il y a des différences dans la canne, dans, disons, la pluviométrie, dans les saisons.
Bah, j'imagine que pour avoir cette linéarité, ils doivent travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Ouais. ouais, là, ben, du coup, j'ai appris beaucoup de deux personnes en Martinique. Une personne est Daniel Boudin sur le côté maturation et l'autre personne sur le côté fermentation et distillation de ces génie public maintenant est partie du type de base. Voilà, les deux. Pour eux, qui vivent dans la réalité grand groupe, le travail est, disons, de pire en pire, je pense. Mhm. Parce que tu dois Ok. vraiment trouver la façon de garder cette linéarité. Et après, il y a des expressions comme AMI 710, je disais, par exemple, qui sont des expressions que je trouve très intéressantes, qui sont complètement à côté de la plaque, mais qui ont déjà pas mal de clients et pas mal de fans. Donc, ça veut dire qu'il y a une Martinique qui est différente, qui doit être explorée. Et peut-être c'est que là aussi, à un moment donné, on devra réfléchir sur ça parce que la cage dorée peut durer, mais pas si longtemps, on va dire. Oui. Oui, oui, Et c'est une cage dorée qui est faite par de gros groupes. Donc, faut dire aussi ça. Vous savez, oui. ben, en Guadeloupe, on a, disons, plus de différenciation, plus de liberté. On a surtout sur certains produits une non-linéarité, une intensité qui est, disons, qui est assez différente. En Guadeloupe, on travaille sur l'expression. Et l'expression peut être aussi quelque chose de assez impactant sur les goûts et sur les nez. Mais c'est quelque chose qui te rappelle que tu es en Guadeloupe et le produit est un produit de caractère, de non-caractère. Donc oui, j'apprécie le fait de pouvoir travailler ici parce que tu apprends chaque jour. Donc, Mhm. de deux côtés, mais surtout en Guadeloupe. C'est intéressant, merci pour ton point de vue. Normalement, oui, c'est clair que pour le consommateur, s'il lit AOC, voilà, il C'est une sait garantie, quoi. il a une garantie, bien sûr. Donc, après, voilà, c'est peut-être, comme tu dis, je dis pas la même chose, mais c'est peut-être toujours un petit peu le même style, voilà, si on peut dire ça comme ça. Linéarité ou bah Une linéarité, voilà. si tu veux l'appeler consistency en anglais, ça donne un peu l'idée. Oui, Voilà. absolument. C'est aussi important parce qu'il y a surtout des pays maintenant comme Barbade, la Barbade ou des autres pays qui ils sont en train de parler justement de l'AOC, une indication géographique, pour Ouais. protéger leurs produits parce que il y a aussi le problème que des fois des producteurs à l'extérieur veulent utiliser le produit local, mais voilà, donner la valeur ajoutée dans un autre pays. Ouais. Donc je comprends que voilà, c'est aussi une façon de protéger. Et voilà, il n'y a jamais la solution parfaite. Et il y a aussi la chose à dire, c'est que dans le monde du rhum, il n'y a pas vraiment de protection du produit au général. C'est pas comme dans le monde du whisky. Voilà. Oui, Donc, beaucoup de choses sont différentes. Il n'y a pas, disons, un consortium qui met ensemble toutes les personnes, toutes les productions et qui protège, on va dire, les productions locales. Ça veut dire que c'est difficile et qu'il y a des qui ont disons, la possibilité de le faire et qui ont aussi quelqu'un qui mène le combat, comme la Martinique, qui ont mhm. créé. Et puis Oui, maintenant, oui, oui, c'est un point oui, important parce que c'était un moment de l'histoire où il a été créé, là aussi, à la fin du siècle dernier, où il y avait ces besoins-là. Donc, il refait oui, pleinement le moment. mhm. Oui, oui. C'est justement important, voilà, protéger le produit. Et, Anna, moi, je te remercie beaucoup pour ton temps. J'ai oublié de dire, mais voilà, tu l'as dit au début, tu as aussi un blog qui s'appelle justement Cœur Cœur de de chauffe. chauffe. Cœur de chauffe. C'est un blog, tu écris surtout en italien, je pense. Je n'ai pas vu si Ça tu... dépend des articles. Je cherche de faire les trois langues parce que je Ok, vois que d'accord. il y a de plus en plus de personnes qui touchent et qui arrivent sur la Oui. page et qui ont envie de voir s'il y a quelque chose de nouveau. Donc, je cherche Oui, de faire. je vois justement qu'il y a des esclaves. Ouais. Euh, voilà. En tout cas, oui, je vous invite à regarder le blog. Il y a pas mal d'informations aussi par rapport à tes projets. C'est aussi grâce à ton blog que j'ai découvert Esperia Rome. Et voilà, donc merci encore pour ton temps. Je vous invite tous à regarder son blog et à la contacter si vous avez, je sais pas, un projet. Je suis à l'écoute. Tout Moi, ce qui est malheureusement, je suis fermentation et distillation m'intéresse.
Et tu vas aussi souvent dans les salons à visiter. Tu fais comment pour prospecter? Comment tu fais pour montrer tes services? Ouais, Difficile. ah oui, j'ai pas trop de temps, hein. Disons, on va dire que Mhm. classiquement, je fais le whisky live parce qu'il est dans un D'accord. moment où la saison n'est pas, disons, je suis pas en train vraiment de travailler beaucoup. Donc Oui. oui, mais tous les salons concentrés dans les mois de mars, avril et mai, c'est difficile pour moi parce que ici, c'est maintenant comme C'est ça. la haute saison. Moi, je vais déménager, je vais rentrer en Suisse bientôt, donc j'espère que on peut se voir, boire quelques ronds Oui, nous ensemble on dans un rentre salon. à Milan bah, normalement à la fin du mois d'août. Ok, parfait, oui. Tu me fais signe, voilà, tu Oui, m'écris un email oui, et moi je serai en Suisse, donc c'est pas du tout loin. c'est pas loin, ouais. Di nuovo, grazie mille Anna. Prego, è stato un piacere. Je te demande de pas fermer la fenêtre parce qu'on va faire l'upload de l'épisode. Merci beaucoup Ok, et à la prochaine et bonne chose. Ciao Anna. merci. Ciao, grazie a Ciao. tutti. Grazie.